Chers amis, avec l'arrêt forcé des activités économiques suite à la pandémie du coronavirus, les gouvernements de plusieurs pays ont mis sur pied des programmes d'urgence pour venir en aide à ceux qui ont perdu leur salaire et aux entreprises qui risquent de faire faillite, ce qui coûte évidemment des centaines de milliards de dollars et fait gonfler la dette du pays à des niveaux encore jamais atteints. Tous conviennent que, malgré cet endettement massif, les gouvernements n'avaient pas le choix, car on ne pouvait laisser les gens crever de faim. Mais tous ces programmes sont soumis à différentes règles qui font que plusieurs parmi la population sont oubliés et ne reçoivent aucune aide, ou si peu. Ou bien, quand l'aide vient, c'est seulement plusieurs semaines plus tard. De plus, ces programmes sont lourds à administrer, demandant beaucoup d'enquêtes et de fonctionnaires. Alors, plusieurs suggèrent qu'il est temps d'appliquer une formule de revenu minimum de base ou revenu annuel garanti. Le seul problème, c'est qu'on n'offre pas de solution pour financer ce revenu, sauf en endettant davantage ou en taxant les plus riches. Les lecteurs réguliers de Verdemain savent que Douglas et Louis Evin proposent une solution beaucoup plus efficace, celle du dividende social, où l'on n'aurait besoin de taxer personne ni de s'endetter, une solution qui respecterait la propriété privée et qui n'imposerait pas de contrôle sur la population. C'est ce que nous allons expliquer dans cette leçon. Un des trois principes de la démocratie économique est le dividende, ou revenu garanti à chaque citoyen, du berceau à la tombe, sans condition, que l'on soit salarié ou non. Il ne s'agit pas d'égalitarisme, puisque ceux qui sont employés recevraient leur salaire en plus du dividende. On revient donc à la définition de la justice selon saint Thomas d'Aquin. Suum cuique, rendre à chacun ce qui lui est dû. Mais ce dividende n'a de sens que dans la mesure où il est appliqué avec les deux autres principes de la démocratie économique. Premièrement, l'argent nouveau appartient à la société et non pas à des compagnies privées et des banques commerciales. Et cet argent doit être émis par un organisme créé par l'État, un office national de crédit. En vérité, l'argent tire sa valeur de la capacité de production du pays, du fait qu'il existe des richesses naturelles et des travailleurs disposés à développer ces ressources. Louis Evin écrit « L'argent doit être mis au monde à mesure que le rythme de la production et les besoins de la distribution l'exigent. Mais à qui appartient cet argent neuf en venant au monde? Aux citoyens eux-mêmes, pas au gouvernement, qui n'est pas le propriétaire du pays, mais seulement le gardien du bien commun, ni au comptable de l'organisme monétaire national. Ce n'est pas un salaire, mais une injection d'argent dans le public pour faire appel sur du travail, sur des produits qui n'attendent que cela. On ne peut une minute se représenter que l'argent nouveau appartienne à un individu ou à un groupe privé. Il n'y a pas d'autre moyen, en toute justice, de mettre cet argent nouveau en circulation qu'en distribuant une part égale à chaque citoyen. C'est en même temps le meilleur moyen de rendre l'argent effectif, efficace, puisque cette distribution le répartit dans tout le pays. Et deuxièmement, l'autre principe de la démocratie économique, c'est l'escompte compensé, un rabais sur les prix pour empêcher toute hausse des prix, donc toute inflation. Nous en parlerons dans la leçon 6. Pourquoi un revenu à tous et pourquoi l'appeler dividende? Lorsqu'on parle de quelqu'un qui reçoit des dividendes,
On pense généralement à celui qui possède des actions dans une compagnie et qui reçoit ainsi une part des profits. Eh bien, on peut dire en toute vérité que chaque citoyen du pays, chaque membre de la société est co-capitaliste, copropriétaire d'un capital réel et immensément productif. On a dit précédemment que l'argent ou crédit financier est à sa naissance propriété de toute la société. Il l'est parce qu'il est basé sur le crédit réel, sur la capacité de production du pays. Cette capacité de production est faite, certes, en partie du travail, de la compétence de ceux qui participent à la production, mais elle est faite surtout et de plus en plus d'autres éléments qui sont propriété de tous. Il y a d'abord les richesses naturelles qui ne sont la production d'aucun homme. Elles sont un don de Dieu, une gratuité qui doit être au service de tous. Il y a aussi toutes les inventions faites, développées et transmises d'une génération à l'autre. C'est le plus gros facteur de production aujourd'hui, et nul homme ne peut prétendre, plus qu'un autre, à la propriété de ce progrès qui est fruit de générations. Sans doute, il faut des hommes actuels, réels, pour le mettre à contribution, et ceux-là ont droit à une récompense. Ils la reçoivent en rémunération, salaire, traitement, etc. Mais un capitaliste qui ne participe pas personnellement à l'industrie où il a placé son capital a droit quand même à une part du résultat à cause de son capital, de son investissement. Eh bien, le plus gros capital réel de la production moderne, c'est bien la somme des découvertes, des inventions progressives qui font qu'aujourd'hui, on obtient plus de produits avec moins de travail. Et puisque tous les êtres vivants sont, à titre égal, co-héritiers de cet immense capital qui s'accroît toujours, des inventions, tous ont droit à une part des fruits de la production. L'employé a droit à ce dividende et à son salaire. Le non-employé n'a pas de salaire, mais il a droit à ce dividende que nous appelons social, parce qu'il est le revenu d'un capital social. Karl Marx prétendait que le travail, le prolétariat, créait toute la richesse. Adam Smith disait que le capital, celui qui investit de l'argent dans une entreprise, avait droit aussi à sa part. Mais tous deux ignorent ce que Douglas appelle l'héritage culturel, ce fameux héritage des ressources naturelles et des inventions, responsable de plus de 90% de la production du pays. En fait, quand on parle des pauvres, il est tout à fait juste de parler de déshérités, car ce sont des gens à qui on a refusé leur héritage. Le dividende de la démocratie économique, ou crédit social, mais qui n'a rien à voir avec le crédit social chinois, est donc basé sur deux choses, l'héritage des richesses naturelles et des inventions des générations précédentes. C'est exactement ce que le pape Jean-Paul II écrivait en 1981 dans son encyclique Laborem Exercens sur le travail humain au paragraphe 13. Je cite, « L'homme, par son travail, hérite d'un double patrimoine. Il hérite d'une part de ce qui est donné à tous les hommes sous forme de ressources naturelles, et d'autre part, de ce que tous les autres hommes ont déjà élaboré à partir de ces ressources, en réalisant un ensemble d'instruments de travail toujours plus parfaits. Tout en travaillant, l'homme hérite du travail d'autrui. Une autre raison de verser un dividende à chaque citoyen est de nature mathématique. C'est que le système financier actuel crée un manque chronique de pouvoir d'achat.
Aujourd'hui, les produits sont offerts à un certain prix. Les personnes qui ont de l'argent achètent ces produits en y mettant le prix, l'argent correspondant. Cela permet aux personnes qui ont de l'argent de choisir les produits qui leur conviennent. Un système de démocratie économique ne bouleverserait point cette méthode de distribuer les produits. La méthode est souple et bonne, à condition évidemment que les individus qui ont des besoins aient en même temps du pouvoir d'achat pour choisir les produits qui conviennent à leurs besoins. Du pouvoir d'achat entre les mains de ceux qui ont des besoins. C'est justement là que le système actuel a des défauts et que la démocratie économique corrigerait ces défauts. Quand la production est financée, elle fonctionne. Et quand elle fonctionne, elle distribue l'argent qui sert à la financer. L'argent ainsi distribué, sous forme de salaire, profit, dividendes industriels, constitue du pouvoir d'achat pour ceux qui le reçoivent. Mais, premièrement, l'industrie ne distribue jamais le pouvoir d'achat au même rythme, au même régime qu'elle bâtit ses prix. Et, deuxièmement, la production ne distribue pas de pouvoir d'achat à tout le monde. Elle n'en distribue qu'à ceux qui sont employés par elle. Nous aborderons ces sujets dans la deuxième partie de cette leçon.